Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point, nouveau numéro qui reçoit Jean-Jacques Mamba. Il est député national élu de la Lukunga à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la liste du mouvement de libération du Congo. Bienvenue, M. Mamba. Merci. Il y a peu, vous étiez porte-parole du MLC. Vous avez démissionné. Pouvons-nous savoir les motivations de cette démission? Cadre du renouvellement de notre appareil politique, j'ai occupé ces fonctions pendant 5 bonnes années. J'ai fait ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réussi à faire. Et je pense qu'en ce moment, nous avons quand même besoin de redonner un peu de force à notre structure, à notre parti politique. Nous avons des grandes ambitions. Partant, il faut que nous ouvrions les espaces pour que des nouvelles compétences arrivent. Comme vous le savez, le PMLC a quand même perdu 80% de son personnel politique, en tout cas des plus brillants. Et voilà, je me suis inscrit dans une ligne du renouvellement de notre appareil politique en créant de l'espace, pour la bonne et simple raison que j'ai aussi d'autres charges qui m'attendent au Parlement. Et je ne saurais combiner en même temps être directeur général de NCC-TV, qui a un très vaste réseau sur l'ensemble du territoire national, être parlementaire, porte-parole, ça pesait un peu. Raison pour laquelle j'ai pris l'option de démissionner et de rester à la disposition du parti dans le bureau. Il y a certaines langues qui disent que vous avez eu quelques problèmes avec l'actuel secrétaire. Madame Eve Mazaïba est notre secrétaire générale, jusqu'à preuve du contraire, effectivement que nous ne partageons pas la même vision, peut-être la même manière de faire les choses, mais ça reste notre secrétaire général. Et voilà, ce n'est pas en raison de cette urgence-là que j'ai quitté, parce que je l'avais déjà proposé un mois avant, que ces différences ou ces divergences subsistent ou existent. Et donc, à partir de ce moment-là, mon intention de démissionner précédant ces démêlés ou ces divergences, je ne vois pas en quoi on ferait le lien. Votre bilan en tant que porte-parole? Je suis très mal placé pour établir un bilan, pour la bonne et simple raison que je ne peux pas être jugé parti. Je pense que ce n'est pas une question de performance, c'est une question de volonté, de disponibilité. Je pense à ce niveau-là Je que pensais j'ai que vous avez été... bien joué votre rôle. Non, je pense avoir été très crédible, je pense avoir tous les combats, je pense avoir fait en sorte que nos militants ne se défendent pas. Sachez qu'on a occupé ces fonctions pendant une période très difficile, celle durant laquelle le président Bemba était incarcéré. Nous avons une élection présidentielle dans l'entretemps, nous avons une condamnation au premier restant de 18 ans et il y a eu beaucoup de démobilisation au niveau de la base du parti. Je pense avoir fait ce qui devait être fait. Après, c'est l'histoire qui jugera si j'ai de la fonction ou pas, mais cela vraiment n'est pas mon problème dès lors que je me suis mis à la du parti. J'ai fait ce que le parti m'a demandé de faire, je l'ai défendu et d'ailleurs je continue à le faire sans être pour autant porte-parole parce que c'est notre parti politique et mon attachement y est indéfectible. Vous avez occupé ces postes pendant 5 ans, vous l'avez dit tantôt. Vous connaissez bien les attributions, tout ça. Aujourd'hui, si le président national, Jean-Pierre Bemba, vous demandez de nous proposer quelqu'un pour vous remplacer? Non, je suis encore très mal placé parce que je suis obligé de faire un choix. Pourtant, il y a plusieurs noms si vous voulez. Oui. Vous avez Daniel Mao, vous avez Yves Kitumba, vous avez Régis, vous avez Éric Bilalé et bien d'autres encore que je n'ai pas cités ici qui sont en mesure, je pense, d'être à la hauteur et de faire mieux de ce que nous avions fait. Vous savez, nous sommes quand même un parti qui est appelé à progresser. Et voilà, je vous ai cité certains noms, ça correspond à des profils bien précis et j'espère que le président national, lorsqu'il prendra la décision de nommer un nouveau porte-parole, il pourra certainement regarder tous ces profils. Vous êtes auteur d'une proposition de loi sur les financements des partis politiques en République démocratique du Congo. Je rappelle à nos téléspectateurs que le projet de loi est déjà dans le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Quelle a été votre motivation? C'est qu'il existe parce qu'il y a financement, mais aujourd'hui, pourquoi proposer une proposition de loi sur le financement? D'abord, j'aimerais rappeler que ma proposition, c'est une loi modificative, parce que la loi sur le financement public des partis politiques, c'est une loi de 2008. Nous sommes en juillet 2019, aucun parti n'a été financé. Je ne suis pas auteur de la loi sur le financement public des partis politiques. Cette loi existe, mais elle n'est pas d'application ou elle n'a jamais été mise en place.
Ça, c'est la première des choses. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'apporte des modifications? Ça, je peux répondre à cette Allez-y. question. Pour la bonne et simple raison qu'à l'allure où vont les choses, nous avons plus ou moins 800 partis politiques. Jusqu'en 2023, à l'horizon 2023, on va avoir 1500 ou 2000. Ce qui est tout à fait ingérable et qui a des répercussions et des résultats très négatifs sur la gestion du pays, d'autant plus que le pays est géré par des personnes issues des partis politiques. Donc nous avons remarqué qu'il y a un laisser-aller, non seulement au niveau de la responsabilité étatique dans le respect de cette loi, mais aussi dans le respect des autres lois de contrôle. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des partis dont cités sont des partis fictifs, des partis qui n'existent pas. Parti mallette. Donc si l'État réchigne à contrôler ces partis, parce que lui-même il est en faille de respecter sa propre loi, de les financer. Et il faut savoir que partout au monde, dans les grandes démocraties, tous les partis politiques reçoivent des subventions publiques. Pourquoi Mais on ils sont reçoit? au nombre de 800. Mais raison pour laquelle il faut des mécanismes de contrôle, les conditions d'éligibilité que j'ai proposées dans cette loi modificative sont des conditions drastiques qui vont éliminer beaucoup de partis politiques. Ce n'est pas aussi simple que cela de venir et au nom, entre guillemets, d'un résultat électoral d'obtenir des financements publics. Donc, en même temps, la loi propose que le cautionnement soit soumis au financement public, mais en même temps, la loi renforce les conditions d'éligibilité à ce financement, ce qui va réduire sensiblement le nombre de partis politiques. Parlons des conditions d'éligibilité que vous proposez. Voilà, vous avez par exemple la parité homme-femme, vous avez le fait que le parti doit tenir une comptabilité et les comptes audités au niveau de la Cour de compte, donc je précise même dans l'ancienne loi. Nous avons demandé à ce que pour obtenir ce financement public, il faut qu'au sein du parti, il y ait au minimum 5 mécanismes électifs pour des postes de responsabilité. Donc, il faut avoir une comptabilité à jour, ça c'était déjà dans l'ancienne loi. Et toutes ces conditions vont déprivatiser ou dépatrimonialiser la vie publique. Parce qu'en réalité, c'est que vous remarquez, lorsqu'on parle de 800 partis politiques, il s'agit de 800 patrons politiques. Il s'agit des EPP, des entreprises politiques privées. Vous avez un individu qui risque ses avoirs pour payer d'abord l'agrément, il paye 5 000, il loue un siège et puis il demande aux gens de l'accompagner. Mais en même temps, il concentre tous les pouvoirs. Remarquez que depuis l'époque de Mobutu, on lui a opposé une rhétorique de changement et de démocratie simplement pour partager le pouvoir. Mais en réalité, il y a eu clonage du MPR dans une démocratie, ce qui a créé de l'anarchie. De telle sorte que tous ceux qui ont créé des partis en sont encore présidents aujourd'hui. Déjà que le mécanisme d'élection est au Congrès, mais c'est lui qui va faire venir, il va payer les billets pour les gens qui vont venir des provinces. Donc les gens viennent pour des plébiscites. Et donc en ce moment-là, nous avons 800 présidents de partis politiques qui ne sont que des patrons. Et le danger, c'est qu'en réalité, lorsque vous allez dans un gouvernement, par exemple, vous allez remarquer que tous sont issus des partis politiques. Donc dès lors qu'une personne qui est incapable ou qui n'a peut-être pas la volonté ou qui ne mettra jamais ses fonds dans une ONG, une œuvre caritative, accepte de les placer pour payer le cautionnement électoral, accepte de les placer pour financer des campagnes, dans une mesure ou une autre, rien ne se perd, rien ne se crée, il récupérera cet argent. Et comment est-ce qu'il va le récupérer? Il va le récupérer lorsqu'il sera dépositaire de l'autorité publique dans la gestion, soit d'une entreprise publique, soit d'un poste ministériel. Ce qui va faire que, lors des prochaines élections, tous ceux qui seront dans les ministères vont commencer déjà à songer à mettre de l'argent de côté pour la caution, mettre de l'argent de côté pour la campagne, et ça aura un impact réel sur la gestion de notre pays dans l'ensemble, parce qu'en réalité, l'État s'est soustrait de sa propre loi, mais en même temps a laissé la possibilité aux particuliers de commencer à financer la vie publique et de se l'approprier. Je vous donne un exemple. Pour les dernières élections, nous avons un calcul simple nous fait démontrer que la DGRAD a encaissé 37 millions de dollars à titre de caution. Là, nous ne parlons pas encore de la campagne électorale. Mais lorsque vous prenez 37 millions de dollars, vous allez constater que ce ne sont pas les militants des partis qui ont cotisé. Vous aviez vu ce sont les présidents des partis. Et vous aviez d'ailleurs vu le conflit qu'il y a eu entre Bahati et Steph Mika, qui l'a même poussé à démontrer que c'est lui qui avait payé pour tout le monde. Ce sont des choses qui sont malsaines en politique, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous devons dépatrimonialiser les partis politiques. Parce que le parti politique n'est pas un fait privé, ce n'est pas une initiative, entre guillemets, ce n'est pas un bien personnel, ce n'est pas un patrimoine, ça reste du domaine public comme les ONG, et il faut que l'État renforce le contrôle, mais en même temps qu'il prenne sa responsabilité pour financer ses activités. Et d'ailleurs, dans les propositions, nous avons dit, dans les conditions d'éligibilité, qu'il faut qu'on démontre qu'il y a un personnel qui travaille. Si vous recevez des subventions, vous devez justifier qu'il y a un personnel administratif qui travaille dans votre parti, qui doit être payé salarié avec un contrat, mais pour lesquels vous payez aussi, si vous voulez,
toutes les taxes y afférentes et les impôts. Ça veut dire vous payez l'INSS, l'INPP, et ainsi de suite. Ce n'est que dans ces conditions-là que vous pouvez recevoir le financement public. In fine, ce que nous proposons, c'est que le cautionnement constitue 60% du financement public. En d'autres termes, si l'État vous donne 100% d'un budget, vous allez lui retrocéder 60% et finalement, Vous restez avec 40. vous n'aurez que 40% de ce financement. De telle sorte que lorsque nous allons aux élections, que ce ne soit pas un individu qui paye la caution pour les autres. Il faut que l'histoire de la caution dépend du financement public ou à la limite soit gratuite et que chaque individu s'organise pour faire sa campagne. Avec un processus électoral coûteux comme la RDC, vous ne trouvez pas que le fait aussi d'avoir ce cautionnement, l'argent issu de ce cautionnement peut aider aussi à organiser ces élections? Non, il n'appartient pas aux individus de financer la vie publique. Les élections doivent être organisées par l'État sous d'autres cieux, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur qui est, si vous voulez, qui est marge du budget global de la République, il ne s'agit pas à des particuliers de financer ne serait-ce que partiellement le organisationnel d'une élection. Ça veut dire que les individus, il y a ce qu'on appelle le plafonnement, rappelez-vous de l'affaire Big Malion avec M. Sarkozy, on plafonne les apports privés, ça c'est pour votre campagne personnelle, mais en ce qui concerne les aspects organisationnels, il n'est pas question que les individus interfèrent, il n'est pas question que les partis politiques interfèrent dans l'organisation des élections, parce que ça biaise le jeu. Aujourd'hui, 37 millions, ça peut vous paraître une somme modique, mais ce sont des emprunts bancaires et ainsi de suite. Et l'impact, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd. À un certain moment, ces différentes personnes récupéreront les sommes indûment investies et il faut éviter cela. Parlons de la condition parité homme-femme. Vous êtes membre d'un parti politique, le MLC, et vous savez que les femmes ont du mal à adhérer dans des partis politiques. Ce pays, ça veut dire qui atteint le seuil en tant que parti politique, c'est le MLC, qui a à sa tête une secrétaire générale qui est une dame. C'est parmi les exceptions. Mais voilà, c'est pour cela que nous disons que nous devons renforcer la parité, parce que les dames sont autant capables que les hommes, et nous disons que si vous voulez reçu financement public, on doit voir dans vos différentes heures d'animation du parti qu'il y a une présence des femmes prononcées. Et si les femmes ne se prononcent pas, il faut les forcer à faire la politique. Il faudra encore le dire, elles ne se sont pas prononcées, parce que généralement, elles sont victimes de discrimination, elles sont victimes d'a priori et de préjugés qui, qui les mettent dans un cadran. Vous faites l'exception à MLC. Vous avez. Mais nous avons une dame qui est brave, et c'est comme cela que nous disons que c'est tout à fait possible d'avoir un grand parti politique qui est dirigé par des dames. Elle tient ce parti depuis 5 ans, et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui devraient suivre l'exemple, et nous l'avons inséré dans la proposition de loi. D'ailleurs, c'est une recommandation internationale, et vous allez aussi remarquer que des grands pays du monde qui sont vraiment bien gérés tiennent compte de cette donne. Pour preuve, l'Allemagne aujourd'hui caracole le classement européen des pays les plus performants et il est dirigé par une main de fer, par Vous ne Madame trouvez Merkel. pas qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser ces femmes à adhérer dans les partis Nous les politiques faisons, nous sommes accompagnés par le NDI et je crois qu'au sein de notre parti, nous avons des organisations de femmes très performantes. Nous avons Madame Eva Zaïba, Madame Epoulouké, nous avons à la CENI d'ailleurs, notre seul représentant à la CENI, c'est une dame. Donc je veux dire qu'à ce niveau-là, le MLC a des leçons à donner. Je veux dire que nous sommes quand même assez exemplaires. Mais nous l'avons inséré dans la proposition de loi pour que l'ensemble de la classe politique qui aspirera ou qui aura la prétention d'obtenir des financements publics puisse respecter. Vous aimeriez que les autres partis expérimentent ce que le MLC a fait. En tout cas, pas seulement ce que le MLC a fait, mais ce qui se fait de pratiques courantes dans un monde qui se modernise. Parlant de 5 mécanismes électifs du parti, mais le MLC aussi n'est pas un exemple là. Non, au fait, le MLC, à l'époque, nous avions des élections pour tout ce qui est au niveau fédéral. Ça veut dire que les présidents fédéraux. C'est vrai qu'il y a un moment, nous avons abandonné cette pratique, mais je crois qu'on va y revenir. Il est très très important. Vous savez, dans un parti politique, ce qui fait vivre un parti politique, c'est la concurrence en interne. Dès lors que le parti n'a pas cultivé la culture de la compétitivité en interne, il sera difficile pour lui d'être compétitif en externe. Ça veut dire que si nous n'apprenons pas les mécanismes électoraux, s'il n'y a pas, entre guillemets, des guerres électorales au sein du parti, il sera difficile pour nous d'affronter les adversaires. Ça veut dire que si nous continuons avec un système où le président nomme tout le monde, il va nommer des personnes qui lui doivent absolument tout, mais ces personnes, peut-être qu'elles ne seront pas performantes au niveau des bases parce qu'elles n'ont pas de programme à défendre. Elles n'en doivent qu'au président
qui les a nommés. Et si cela est définité, ben, nous aurons un parti qui sera très faible. Par contre, si on organise par exemple des élections fédérales au niveau de la fédération, d'abord ce sera toute une campagne électorale, il y aura un programme d'action, ainsi de suite, mais qu'est-ce qui va se passer? Le président fédéral qui a un mandat devra rendre compte de son mandat et devra organiser à la base et devra rendre compte d'un ensemble d'activités qui ont été promises en campagne électorale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que dès lors qu'un président fédéral est nommé par le président, il ne doit son poste qu'au président national, mais ça affaiblit le parti parce qu'il n'y aura pas d'activité. Et s'il doit rendre compte à la base, le président du parti, c'est le président qui finance... Non, le président du parti ne doit pas... Parce que pour qu'il rende compte à la base, ça veut dire quoi en réalité? Si il fait une campagne au niveau, par exemple, de la fédération, il devra gagner, donc ça va impliquer un tas de monde, mais savez-vous que nous devons organiser un système de collecte? Vous savez, par exemple, dans cette proposition, je dis aussi qu'il faut qu'on exhibe un contrat de bail. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'un parti politique, si vous voulez recevoir des financements publics, que vous exhibiez soit un titre de propriété, soit un contrat de bail. Parce qu'il est question de responsabiliser les animateurs et les militants du parti politique. Si, par exemple, moi j'ai un bien, j'ai une maison, je crée un parti politique et que ce parti politique a comme siège ma maison, sachez que, premièrement, les membres ne vont pas cotiser parce qu'il n'y a déjà pas besoin de payer un loyer, ainsi de suite, tout se trouve dans la maison du président. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en contrepartie, il n'y aura pas trop de contestation parce que dès lors que j'aurai un conflit ou un différend avec un membre de mon parti, il ne pourra plus accéder au siège parce que c'est chez moi. Ce sont des choses que l'État doit éviter, doit contrôler pour qu'elle n'arrive plus parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. Je suis président du parti, le parti est chez moi à la maison et je meurs. Qu'est-ce que la famille vient faire? Ben, elle dit, écoutez, votre président est mort, on vous chasse parce que nous, on va vendre la maison. Pourquoi? Parce que le parti siège dans la maison du président, ce qui n'est tout à fait normal. Dans un monde sérieux, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'un parti politique qui veut assumer ses idéologies, mobilise ses militants pour les cotisations, mobilise ses partisans et ses différents partenaires pour les cotisations, je voulais dire, de telle sorte que les engagements comme ceux du loyer ou de l'achat d'un bien meuble appartenant au parti soient effectifs pour garantir, si vous voulez, la dépatrimonialisation de ce parti politique ou garantir l'indépendance de ce parti politique. Parce que le parti politique, c'est un corps. Un président de parti ne peut pas faire un parti politique. Il faut qu'il y ait des militants, il faut qu'il y ait des personnes qui se réclament de ce parti, qui a des idéologies, mais il faut en même temps que ces militants considèrent qu'étant donné que c'est leur bien, ou étant donné que c'est leur patrimoine, il faut que ces militants soient responsables et cotisent pour faire face aux différentes charges en appui du financement public. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tôt de mettre en application votre proposition de loi parce que ces militants qui doivent financer sont pratiquement des chômeurs aujourd'hui, raison pour laquelle les partis politiques essaient de les injecter dans les cabinets, dans les entreprises publiques. Mais vous refusez cette option. Non, voilà. Quel est le problème? Nous savons que nous avons un taux de chômage structurel de plus ou moins 95%. Ça, nous le savons. Nous savons que nous avons un pays le plus riche d'Afrique. Nous le savons aussi. Nous savons aussi que nous avons un pays le plus pauvre du monde, ou le plus pauvre du monde carrément, nous le savons aussi. La question est de savoir le pourquoi. Le pourquoi se retrouve, ou la réponse du pourquoi se retrouve dans la mauvaise gestion. Et la mauvaise gestion est tributaire des choix politiques. Elle est tributaire de la gestion politique. Parce que ceux qui animent nos institutions sont issus des partis politiques. Donc, on ne peut pas imaginer que des animateurs d'institutions issus de partis politiques anarchiques produisent des bons résultats. Ils seront versés dans la corruption, ça fait fuir les investisseurs. Si les investisseurs ne viennent pas, les gens n'auront pas de travail. Donc nous devons faire le choix d'une société progressive, d'une société évolutive. Nous devons faire le choix de briser le joug ou le cercle vicieux qui nous tient en laisse depuis 1960, en faisant des choix courageux. Quel est le choix que nous devons faire? Le choix, c'est d'apporter de la rationalité dans la gestion politique, de telle sorte que la gestion de la chose publique, généralement faite par des personnes issues de ces partis, puisse avoir comme sous-bassement des partis qui eux-mêmes sont extrêmement bien organisés. Vous savez, aujourd'hui, l'ANC, Mandela n'est plus là. L'ANC a vocation de faire 1 ou 2 siècles. Pourquoi? Parce que les gens ont intégré le combat. Et à l'ANC, on cotise. Lorsque vous ne cotisez pas, on vous exclut. On vous suspend de vos activités. L'ANC, c'est un état d'esprit, mais Mandela n'est plus là. Il faut que nous ayons des partis comme cela. Nous avons l'UDPS qui vient de passer ce cap. Le MLC passera ce cap dans quelques années, dans 30, 100 ans. Et nous devons avoir une vision pérenne des partis politiques. Et cela n'est possible que si le parti est attaché aux valeurs,
aux principes et si chacun qui y adhère prend ses responsabilités. Donc, on doit prendre une direction courageuse, celle de dire qu'il faut régler le vrai problème. Le vrai problème que nous avons, c'est celui de la gestion. Mais étant donné que la gestion décriée par des personnes issues des partis politiques, commençons par la base pour s'assurer que lorsque le monsieur est au gouvernement, il ne va pas amener son frère, sa soeur, sa femme, ses enfants, amener tout son village pour la bonne et simple raison que déjà, son parti ne va pas lui permettre parce que ce n'est pas lui seul qui dirige. Et vous savez qu'il y a des conditions de géopolitique. Donc si aujourd'hui, vous créez un parti et que vous respectez toutes les procédures et encore tout ce que nous avons proposé pour accéder au financement public, il sera pratiquement impossible pour un président d'un parti de décider seul du sort, de décider seul des animateurs qui seront envoyés aller animer les institutions. Parce qu'il y aura un contrôle et le parti sera très responsable. Donc, il faut une rupture avec le passé. Absolument. Il n'y a pas de préalable avant Non, les préalables, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, il faut que nous réalisions que nous avons quand même fait 60 ans aujourd'hui. Nous sommes indépendants depuis 60 ans. Lorsque vous prenez les pays de la sous-région, le Congo-Brazzaville, vous prenez le Rwanda, vous prenez le Gabon, aucun de ces pays vit ce que nous vivons. Dans aucun de ces pays, vous allez trouver 800 partis politiques. Aucun de ces pays, vous allez trouver une pauvreté extrême. Chez nous, la pauvreté est liée à quoi? Est liée au fait des mauvais choix. D'abord, le fait que notre pays est quand même listé parmi les pays les plus corrompus au monde. Mais qui accepte la corruption? Et pourquoi accepte-t-il la corruption? Il y a d'abord l'enrichissement illicite qui est mobile, mais il y a aussi le financement de la vie politique. Vous savez, les entreprises comme OGFREM, comme INPP, comme la Régie des eaux, toutes ces entreprises sont soumises à des cotisations pour le parti au pouvoir. Mais vous savez que ces cotisations ne sont consacrées dans elles ne sont pas légales, mais elles donnent un coup fatal, si vous voulez, à la vision. On sacrifie des projets d'intérêt public pour financer la vie politique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu prendre l'option de contrôler et de réglementer l'activité politique. Il faut que l'État s'implique, qu'il contrôle, mais pour qu'il contrôle au mieux, il faut que lui-même soit exemplaire en finançant la vie publique. Nous allons, par rapport au seuil, vous avez parlé de 800 plus de 800 partis politiques. Vous ne trouvez pas que le fait d'introduire aussi le seuil va essayer de réduire ou de ramener les partis à 800? Non, parce qu'au fait, c'est un couteau double tranchant. Comment? D'une part, on a donné comme condition d'accès au Parlement le seuil, et d'autre part, on a autorisé les regroupements. Donc en réalité, il n'y a rien qui a changé. Vous prenez l'ossature de 2006, 2011 et celle de 2019, il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, en 2019, c'est devenu pire. Parce que lorsque vous dites que pour accéder au Parlement, il vous faut atteindre le seuil, le parti ne va pas atteindre le seuil. Le parti va se regrouper et le regroupement va atteindre le seuil. Mais en réalité, on va retrouver alors dans un regroupement des partis qui n'ont pas de siège, des partis qui n'ont pas de comptabilité, des partis qui n'existent que de nom, mais qui se sont retrouvés dans un regroupement qui atteint le seuil et qui se repartissent les sièges. Donc on est dans la même philosophie. Ce qu'il faudrait, il faudrait que le seuil ne concerne que les partis politiques et que si vous êtes dans un regroupement, qu'on ne puisse pas nous prévaloir le seuil du regroupement. Parce qu'en ce moment-là, ce sera très facile. Même lorsque vous avez un parti dont la femme est la secrétaire générale, il suffit que vous soyez dans le FCC et que vous gagnez les élections, vous avez atteint les seuils. Si vous avez atteint le nombre de voix requis pour cette élection-là ou circonscription, mais vous aurez votre siège, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'avec l'immensité du pays, tout ça, est-ce que vous pensez qu'un seul parti politique peut atteindre le seuil? Le MLC atteint le seuil, le PPRD atteint le seuil, l'UDPS atteint le seuil en tant que parti politique. Ce sont des partis. Nous n'obligeons pas, nous demandons à ce que l'État activité et nous disons que ceux qui ont la prétention de représenter le peuple au sein de l'hémicycle doivent s'organiser pour atteindre le seuil. Comme ça, nous n'aurons que des partis qui seront dans l'hémicycle. Mais dès lors que nous allons continuer avec cette histoire de regroupement, regardez le FCC. Le FCC avait plus de 83 regroupements. Donc quelqu'un arrive dans ce pays, il veut apprendre sur la politique du Congo, on lui parle de AAA, AAB, AAC, ATIC, ABCD, AGG. Non, mais c'est pas sérieux. Je veux dire qu'il faudrait que nous soyons sérieux. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a dans sa nomenclature l'épithète démocratique. Nous devons montrer c'est quoi la démocratie. Et donc, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État respecte sa loi de 2008, mais en même temps qu'il respecte toutes ses prérogatives assignées
en termes de contrôle, en termes de gestion de la vie publique pour que cela s'arrête. Et la loi électorale doit arrêter avec les ambiguïtés. Il faut que le seuil concerne les partis politiques et c'est bon. Celui qui n'a pas atteint le seuil ne participe pas. De telle sorte que ce qui va se passer, c'est que tous ces petits partis vont disparaître pour intégrer les grands partis afin de pouvoir aspirer C'est ce que je disais, c'est une manière de les obliger Mais à... si nous ne le faisons pas, la vision ne correspond pas aux visions. là, vous allez remarquer, si vous devez vraiment faire un travail exégétique, que la plupart des statuts se ressemblent. Dans le FCC, vous avez des gens de droite, vous avez les écologistes, la droite, la gauche, le centre se trouve au FCC. Lorsque vous venez dans l'opposition, vous retrouvez la même gauche, la droite. Donc, en fait, vous avez deux partis, comme à l'époque, il y avait l'UDPS et le PPRD, qui sont tous de la démocratie socialiste, qui se retrouvaient être opposants. Donc ici, ce n'est pas vraiment un problème idéologique, c'est surtout une question de survie politique parce que le cautionnement était prohibitif et la plupart des partis n'étaient pas en mesure de réunir 1,3 million pour s'aligner seuls comme parti politique. Et donc, on a pris le raccourci que d'aller dans Ensemble pour le changement, aller dans le FCC pour obtenir les moyens. On se fait payer la caution et on existe. Je crois que ne pas le faire, c'est consacrer le fait qu'en 2020, 2025, nous aurons 2000 partis politiques. Est-ce que le MLC répond à tous ces critères? Je ne pense pas. Je pense que nous y travaillons. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que nous devons y travailler. Je ne suis pas là pour dire que le MLC c'est un fait. Je pense qu'il y a quelques écueils que nous devons regarder de plus près, notamment au niveau des élections en interne. Il faudrait absolument que nous retournions à notre ancien système de faire élire les présidents fédéraux. C'est quelque chose qui existait, donc nous devons y revenir. En termes de comptabilité, nous devons avoir des états financiers. Voilà, en termes de parité, nous avons déjà très avancé, donc il y a de souci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il faut que nos militants apprennent à cotiser. Il faut que nous achetions notre propre siège, ce qui est très, très important. Il faut que nos militants deviennent matures et que nous comprenions que dans 100 ans, ce parti continuera à exister. Monsieur Bemba ne sera plus là, Monsieur Mamba ne sera plus là, Madame Bazeba ne sera plus là. Et c'est maintenant que nous devons inculquer cette mentalité à nos militants pour que ce parti se pérennise. 21 MLC, 21 ans après, quelles sont les leçons à tirer? Je pense que nous avons quand même traversé beaucoup de moments qui sont difficiles. Beaucoup de nos camarades sont tombés au front. Nous avons quand même un pays qui compte beaucoup d'orphelins et beaucoup de veuves. Après, je suis fier de ce que nous avons accompli depuis 21 ans. J'en profite pour féliciter le président national pour sa ténacité. Il a quand même tenu très bon, malgré les épreuves. 10 ans de prison, il est sorti, il est toujours, il est toujours d'attaque. Il a toujours cet esprit positif, il croit toujours au projet, nous y croyons tous. Et donc voilà, c'est un chemin qui est parsemé de beaucoup d'embûches. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu aussi des réussites. Je fais référence à la période 1+4 pendant laquelle nous avons quand même tenu le pays dans une certaine forme de stabilité. Et donc voilà, notre chemin continue. 21 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez parce qu'il en faudra 30, 40, 50, 60, ça continue. Vous parlez des réussites, mais en 2006, le nombre de députés que vous avez eu, c'est en 2011 et encore en 2018. Effectivement, raison pour laquelle... Ce n'est pas une réussite, en fait. Non, je dis il y a des écueils, il y a des difficultés, notamment celle-là, le fait que le nombre de nos élus a fortement diminué. J'ai pris moi l'option de démissionner comme porte-parole parce que j'estime que nous devons régénérer ce parti, l'ouvrir à plusieurs classes, notamment aux jeunes, comme je le vois à l'UDPS, comme je le vois à lui. J'espère que le président national a entendu. Il est venu lui-même ici. Nous avons eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs jeunes qui ont posé le problème et je pense que le président est à pied d'œuvre pour réorganiser la machine. Donc ça, c'est un écueil, mais il y a aussi des réussites. Je vous ai parlé du 1+4. Nous avons pu aboutir à cet accord de Sun City. Nous avons géré le pays dans la calmie, en tout cas sur le plan économique et budgétaire. Vous avez bien remarqué que pendant cette période, il y avait stabilité. Comme dans tous les partis, il y a les hauts et les bas. Ça, je peux considérer que c'est une faiblesse. Et j'espère qu'en 2023, nous allons rebondir. Et cette faiblesse était due à quoi? Uniquement parce que le président du parti était incarcéré à la haie? Non, de manière très relative, la plupart des partis avaient beaucoup perdu. Déjà qu'à l'époque, lorsque nous avions été députés, nous avons un grand parti comme l'UDPS qui n'avait pas participé aux élections, ça on doit se le dire. En 2011, nous n'avions pas de candidat à la présidentielle, l'UDPS avait un candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, nous sommes la deuxième force. En 2011, nous étions la deuxième force et en 2006, nous étions la première force. Donc il y a quand même une régression, mais de manière très relative,
nous restons dans le jeu. Et puis, il y a aussi la qualité de ces élections, parce que comme vous aviez remarqué, les dernières élections étaient émaillées de scandales au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons perdu beaucoup de nos camarades et les résultats On a reflétaient. réintégré aussi des autres. Je Mais vois pas en tout le bas monde. Nous avions 22, aujourd'hui on a 17, nous avons perdu 5 députés. Et on peut se le dire ici sans rigoler que c'est l'un des processus électoraux plus discrédits. Aujourd'hui, 21 ans après, qu'est-ce qu'il faut recadrer concrètement? En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que membre du bureau politique, je plaide pour que on rajeunisse la machine du MLC. Ça veut dire que les animateurs du MLC soient de plus en plus jeunes, mais surtout nouveaux aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont venus à nos portes, qui n'ont pas eu l'opportunité d'exhiber leur talent parce qu'ils n'ont pas eu d'espace pour le faire. Et je plaide pour qu'on réorganise des élections en interne, pour que seuls les plus performants et seuls les plus acceptés par nos bases puissent animer les structures au niveau de la base, pour que ces structures soient toujours prennent encore beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, donc ce que je dois retenir, c'est cela, c'est que nous sommes de tous les combats. En 2023, il y aura une élection, peut-être qu'il y aura les élections communales, et il est très urgent pour nous voilà, de régénérer cette machine de telle sorte que nous soyons voilà, prêts pour d'éventuels prochains scrutins. Après les élections de décembre 2018, disons, depuis les élections de décembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, on sent l'UDPS statique. C'est dû à quoi, pardon, l'UMLC. Le chairman, Jean-Pierre Bemba, était même président tournant de la MOUCA, mais sur le terrain, il n'y a rien. Est-ce que vous y croyez? Oui, nous y croyons. C'est comme je vous le dis, nous traversons une période transitoire. Sachez que le président, quand même, a fait 10 ans sans être avec nous. Il est sorti de prison. Il est maintenant un homme libre. Lorsque vous dites statique, je ne comprends pas très bien parce que vous avez remarqué qu'il a fait une très grande tournée à l'Équateur. Nous avons fait une tournée à l'Équateur. Nous sommes partis dans le Grand Équateur. Nous préparons une autre tournée vers le Bas-Congo. On est en train de redynamiser toutes nos fédérations. On a pris un ensemble de mesures que nous sommes en train d'appliquer. Il n'y a eu aucune activité pendant les 3 mois. Exactement, je reconnais cette faiblesse qui est plutôt liée à l'agenda du président qui était très chargé. Comme vous l'aviez remarqué, il est rentré très rapidement en Belgique parce qu'il devait préparer sa défense dans le cadre de l'affaire de la subornation des témoins. Je crois qu'il a laissé la responsabilité à Madame Eve qui s'organise aussi. Mais le fait qu'en amont, nous organisions notre 21e anniversaire ne nous a pas permis de combiner et d'être à la hauteur des deux tâches simultanément. Donc, comme vous le dites, nous fêtons le 21e anniversaire et lorsque nous aurons terminé ce mandat, nous céderons le flambeau à M. Mouzito, mais nous sommes dans la MOUCA, nous sommes toujours dans la MOUCA. D'ailleurs, vous aviez bien suivi aussi, nous avions fait divers communiqués par rapport à la situation. Mais ça c'est vide, la MOUCA. Qu'est-ce qui reste de la MOUCA aujourd'hui? Bon, écoutez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous savez, de manière générale, au Congo, la politique, elle est anormalement dynamique. C'est-à-dire que les gens ne respectent pas leurs engagements. Lorsqu'on a commencé la MOUCA, il y avait M. Matungulu qui se retrouve à la BAD et aujourd'hui qui réclame à M. Fayoulou la vraie vérité des urnes. Vous aviez M. Moussa Niamouissi qui est devenu l'assistant du docteur Mouyembe qui a quitté la MOUCA pour s'occuper d'Ebola. Voilà, ça c'est la politique au Congo, comme aussi vous avez M. Lissanga Bonganga qui, après avoir quitté le gouvernement, vient de réaliser que Fayoulou avait gagné les élections. Nous avons un pays dont la politique est anormalement dynamique, mais c'est aussi lié au manque du sérieux, c'est-à-dire tout le monde peut tout créer à tout moment. Pourquoi? Parce que l'État ne contrôle pas. On crée la MOUCA, on crée Telema, demain on va créer l'IA, Tomboka, Lala. Pourquoi? Parce que l'État a démissionné, en tout cas je pense de l'intérieur, il a démissionné de ses fonctions en ce qui concerne le contrôle de l'activité politique. De telle sorte que les gens prennent la politique comme un jeu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous créez une chose, le lendemain vous en créez une autre, vous dites A le matin, le soir vous dites B, de telle sorte que même dans l'imaginaire collectif, vous allez constater que on considère que les Congolais, notamment les politiciens, ne sont pas des personnes sérieuses. Et je crois que ça doit changer. Mais pour changer, il faut d'abord que nous ayons des partis sérieux et identifiés. De telle sorte que lorsque quelqu'un se prononce, qu'on sache qu'il se prononce au nom d'un parti et que ce parti c'est un grand parti. Vous allez remarquer, regardez devant vos petits écrans, lorsque les gens se prononcent, il est même difficile de savoir directement de quel parti il est tellement qu'il y en a trop. Donc tout cela doit changer et malheureusement la MOUCA on a payé les frais, comme la dynamique de l'opposition on avait payé les frais, comme la plupart des structures depuis Donc vous reconnaissez que
peut sortir de Lamuka. Je reconnais Démissionné. je reconnais que le MLC respecte ses engagements. Ça veut dire que nous sommes dans la MOUCA. Nous respectons nos engagements et nous allons progresser avec la MOUCA, mais nous reconnaissons en même temps qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun de parler de vérité des urnes aujourd'hui? On a vu avec l'UDPS, l'Imperium, mais finalement le mandat du président Kabila a bel et bien fini. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, la vérité des urnes est apolitique. Ça veut dire que c'est une donnée qui restera actuelle et toujours actuelle. Pourquoi je le dis? Parce que si nous ne sacralisons pas ce qui sort des urnes, ça veut dire que nous désacralisons la légitimité. Et sachez que déjà nous avons, de par nos lois électorales et constitutionnelles, un problème de légitimité à la présidentielle parce que nous avons une présidentielle à un tour. Prenons un exemple banal. Nous avons enrôlé 46 millions, il y a eu 18 millions de votants et M. Tshisekedi a eu, si je ne m'abuse, 7 millions de voix. Avec 80 millions d'habitants, le président a 10% de suffrage. Ça veut dire que vous êtes sur 450 ethnies avec 10% de suffrage. Donc une personne sur 10 n'a pas voté M. Félix Tshisekedi. C'est un grand problème. D'autant plus que les 9 autres ne sont peut-être pas de sa province. Et aujourd'hui, on tend à présenter ce pouvoir comme on a présenté à l'époque de M. Kabila, un pouvoir sahéliphone. Maintenant, on tend à présenter un pouvoir Louba. Donc, nous devons ce problème de légitimité. Et pour régler ce problème de légitimité, nous devons effectivement régler le problème de la vérité des urnes. Il faut que la vérité des urnes soit sacrée, que nous revenions à 2 tours, comme l'a proposé l'honorable Sessanga, de telle sorte que... Vous optez pour la révision constitutionnelle. J'opte, et je ne prends pas tout ce qu'il a proposé, notamment il a proposé des articles sur la double nationalité, je ne suis pas d'accord, mais en ce qui concerne revenir à 2 tours pour régler ce problème de légitimité, je suis tout à fait d'accord avec lui. Autant, comme je le dis, il faut que la vérité des urnes soit actuelle, parce que si nous la désacralisons, d'abord l'électeur perdra foi en l'élection, ça veut dire que nous aurons un taux d'abstention de plus en plus grand, et si nous perdons foi en l'élection, elle ne servira plus à rien. Et que dire alors de l'Afrique du Sud où le président est voté au niveau même de la représentation nationale? Oui, mais cela c'est quand même légitime aussi. C'est légitime dès lors que nous reconnaissons que ceux qui représentent ou ceux qui constituent cette assemblée ont été élus correctement, pas électroniquement. Vous comprenez? Ça veut dire que chez nous, c'est très difficile d'aller dans ce sens-là parce que la légitimité de notre assemblée pose problème. Parce que le Congolais l'a c'est-à-dire que l'élection a été truquée. Donc s'il y a une majorité écrasante qui s'est constituée électroniquement et que vous demandez à cette majorité de choisir le président de la République, voilà, donc c'est comme si avec le président... plus de 15 000 candidats pour 500 sièges à l'Assemblée nationale, vous ne trouvez pas qu'il y aura toujours des contestations? Mais il faut régler ces questions à la base. Pourquoi 15 000 candidats? D'abord, il faut savoir que dans notre pays, ce sont les institutions qui coûtent plus cher à notre budget parce que dans le secteur privé, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Les gens ne viennent pas en politique par conviction. Les gens considèrent que devenir député, c'est un emploi. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, vous allez constater qu'un ingénieur civil qui travaille par exemple dans l'automobile gagne peut-être 2 fois plus qu'un député. Donc ce n'est pas tout le monde, lorsqu'il a étudié, qui est tenté d'aller vers la politique. Chez nous, le débouché le plus facile, ce sont les cabinets ministériels, ce sont être conseiller, c'est devenir ministre, être député. D'ailleurs, c'est la chose la plus facile parce que ça ne demande pas beaucoup. Il suffit que vous soyez, entre guillemets, un grand prêtre dans votre quartier pour qu'un parti vous sollicite et que vous deveniez député. Et d'ailleurs, la production parlementaire atteste très bien qu'il y a moins de 5% de députés actifs depuis 2006 en termes de production parlementaire. Donc, le jour que notre pays sera attrayant, que nous aurons plusieurs investisseurs et plusieurs débouchés d'emploi, cette pression sur la politique va diminuer, c'est-à-dire tous ces candidats-là vont diminuer. Mais un autre axe qu'il faut exploiter, nous avons 15 000 candidats qui viennent des partis politiques, qui eux-mêmes n'avaient pas été contrôlés, qui ont été créés dans des conditions très obscures. Donc s'il y a un contrôle à ce niveau de partis et que les listes restent les mêmes, on ne va pas aligner tout le monde, on va aligner que les vrais politiciens. Et il y aura très peu d'indépendants parce qu'avec l'histoire de ceux, ce sera compliqué. Donc il suffit de réduire drastiquement par la loi ou par la contrainte le nombre de partis politiques pour que nous ayons moins de... Parce qu'un parti politique ne va pas aligner quelqu'un parce que dans le quartier il parle beaucoup, parce qu'à Bambassarabakab la courant, ou parce qu'il a une association ainsi de suite. Donc il faut que nous revenions à la politique.
Parce qu'ici, il y a un mélange de genres entre la politique, les associations, le monde associatif. Et j'ai même vu, hein, cette année, il y avait beaucoup de musiciens, parce que tout le monde prend la politique à la légère. Tout le monde se dit, je peux devenir député, c'est très facile. Et donc, il y a eu beaucoup de musiciens, beaucoup de choses. Je ne remets pas en talent. Mais je dis que Jean-Jacques Mamba ne peut pas devenir musicien parce que je n'ai pas le talent. Il ne faut pas que les musiciens pensent que le travail que je fais est facile. Autant je ne pense pas que le leur est facile. Donc je ne peux pas chanter, faire un concert et faire des chorégraphies. Se dire aussi pour certains qu'il n'est pas en mesure de légiférer. Mais si vous, politiques, vous ne faites pas attention à leurs désidératas, ils doivent être là où se décident les choses. Dans la seule manière pour se faire entendre, c'est au Parlement. Est-ce que vous savez qu'il y a des groupes de pression? Le CLC n'est pas au Parlement, mais le CLC se fait entendre. Les marches qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu les morts, les tristes mémoires communes, ainsi de suite, ce ne sont pas que les partis politiques. Vous pouvez vous faire entendre sans être au Parlement. Je ne suis pas en train de dire que la politique est réservée aux politiciens, que les musiciens ne peuvent pas la faire, encore moins les journalistes. Je suis en train de dire simplement que nous devons veiller à ce que ça reste un noble, une profession noble, et aussi qui revêt tout son caractère complexe. Légiférer et faire le contrôle parlementaire n'est pas une chose simple. Mais vous allez aussi remarquer que les gens vont aux élections, veulent devenir députés, pas pour faire ce travail-là, mais parce que ça confère un statut et ça confère des revenus. Et donc, à partir de là, c'est beaucoup plus considéré comme un métier qu'une responsabilité. Vous avez trouvé un avec la majorité quant au partage des responsabilités au niveau des commissions permanentes. Le MNC peut un peu diriger quelle commission? Non, cela a été décidé. Je crois que les discussions vont se poursuivre. Nous avons d'abord la était de nous convenir avec la majorité. Nous aurons trois commissions. Nous serons à la tête de 3 commissions, vice-président à la tête de 3 commissions aussi, rapporteur à la tête de 2, ainsi de suite. Le principe est arrêté. Nous devons revenir au sein de l'opposition pour discuter effectivement du reste, ça veut dire de qui prend qui et comment, qui prend quoi et comment. En ce qui me concerne personnellement, je suis candidat rapporteur adjoint, donc j'ai déjà déposé mon intention de candidature au niveau de mon parti. Si les arbitrages me sont favorables, le parti déposera ma candidature. Si ce n'est pas le cas, nous servirons autrement. Mais je veux dire, il appartient à l'opposition maintenant de s'organiser non seulement pour ce poste-là, mais pour aussi les différents postes qu'il y aura au sein des commissions et des sous-commissions. Ce sera votre dernier mot, M. Jean-Jacques Mamba? Je n'ai pas à rajouter, à moins que vous ayez une dernière question, mais je pense que nous avons contourné toutes les questions. Monsieur Jean-Jacques Mamba, député national élu à Lukunga dans la ville de Kinshasa sur la liste du mouvement de libération du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.